Donc, bonjour tout le monde, je me présente, Dr. Andréane Etier-Chiasson, chiropraticienne. Donc, juste avant d'aller un petit peu plus loin, je vais juste me présenter. Je suis propriétaire, moi, de la clinique chiropratique Saint-Sauveur depuis 2007 et je suis la propriétaire aussi fondatrice de la clinique Sport Santé Laurentide. Donc, en gros, aussi dans mes implications sportives, j'ai été vice-présidente du Conseil chiropratique des sciences du sport du Québec. Donc, je connais bien la situation de la chiropratique du sport au Québec. J'ai été vice-présidente de 2010 à 2016 et j'ai assuré aussi la présidence de 2017 à 2019. Donc, j'ai été aussi beaucoup impliquée là, au niveau de plusieurs organismes sportifs de la région. Et en gros, je pense que là, on va aller vraiment tout de suite dans le vif du sujet. Donc, c'est vraiment la première question, c'est auparavant, la chiropratique semblait ne pas avoir une bonne presse et être des séances seulement de craquement. Est-ce que ceci a évolué? Donc, la réponse est oui. Donc, évidemment, ça a vraiment évolué. Puis, au cours des prochaines minutes, vous allez comprendre un petit peu, au fond, l'évolution de la profession. Et je tiens à mentionner que toutes les professions, au fil du temps, ont elles aussi évolué. Donc, on n'est pas seulement les chiropraticiens à évoluer en tant que profession, puis je pense que chaque profession se doit d'évoluer aussi. Donc, ça, pour moi, c'est une notion qui est quand même assez importante à mentionner. Donc, en gros, la chiropratique, c'est quoi? Si on va un petit peu plus en termes de définition, la chiropratique tire son nom des mots char en grec qui signifie main et practikos qui signifie faire ou exercer. Donc, faire ou exercer avec les mains. En 2005, vraiment, l'Organisation mondiale de la santé elle a publié un document qui portait sur les principes directeurs là, de la formation de base de la sécurité en chiropratique. Donc, c'est vraiment depuis 2005 là, que c'est un petit peu plus défini. Puis le principe vraiment directeur de base, c'est vraiment la relation entre la structure du corps humain, donc on sait très bien ici la colonne vertébrale, et le système musculo-squelettique et sa fonction assurée telle que par le système nerveux. Donc, la colonne vertébrale, c'est le pilier du corps humain et évidemment, au fond, à travers la colonne vertébrale passe la moelle épinière. Donc, ça, j'attribue ça comme un peu Hydro-Québec du corps humain. Puis, au fond de la moelle épinière sortent tous les petits nerfs qui s'en vont innerver nos muscles, nos organes, nos tissus. Donc, c'est toutes les fils électriques, finalement, qui vont à nos maisons. Si je vulgarise ça de cette façon-là. Donc, l'historique de notre profession, donc c'est une profession qui est assez vieille, la chiropratique. Donc, ça date de 1895 par D.D. Palmer, qui est le fondateur de la chiropratique. En 1887, il y a eu la fondation du premier établissement d'enseignement à Davenport, en Iowa. Et ensuite de ça, en 1985, ça a été la création du premier établissement au Canada, qui est le CMCC à Toronto. Et en 1971, ce qui est une date qui est assez importante, c'est la création du Council on Chiropractic Education, donc qui est en charge d'accréditer tous les programmes d'enseignement au Canada. Puis nous, au Québec, une date qui est très, très, très importante, c'est la création de l'Ordre des chiropraticiens du Québec en 1973, qui a été suivie par la suite par l'adoption de la loi sur la chiropratique en 1974. Et une autre date très importante, c'est en 1993, qui était la création du premier doctorat chiropratique francophone, donc dans un enseignement public francophone à travers le monde. Ça a été vraiment à l'Université du Québec à Trois-Rivières qu'on a pu offrir le doctorat en chiropratique. Donc, c'est quand même des dates qui sont super importantes. Ensuite de ça, j'en ai parlé un petit peu tantôt, mais c'est quoi exactement la formation du chiropraticien? Bien, la formation du chiropraticien, c'est un doctorat de premier cycle, donc c'est une formation universitaire de 5 ans à temps plein. Donc, en partant, il y a bien du monde qui ne savent pas vraiment c'est quoi la formation du chiro. Donc, non, on n'a pas pris notre diplôme dans une boîte de céréales. C'est vraiment une formation à temps plein, un doctorat universitaire. Ça correspond à 4 969 heures de formation qui inclut 2 382 heures de formation théorique, puis 2 587 heures pratiques. C'est 245 crédits sur 11 séances, sur 11 sessions plutôt, je veux dire.
Et ça inclut aussi un stage d'internat clinique de 18 mois. Et on est un nombre très restreint d'étudiants admis au programme. On est juste 45 par année. Donc, on est d'une petite profession. On n'est pas beaucoup. Fait que c'est sûr que on est une petite cohorte. Puis de plus en plus, les chiropraticiens qui pratiquent au Québec, les nouveaux gradués, bien, ils viennent souvent de l'Université du Québec à Trois-Rivières parce que c'est beaucoup plus accessible. Donc, en gros, dans notre formation en chiropratique, on a 3 sphères là, principales. Donc, c'est une formation en sciences fondamentales. Donc, par exemple, des cours de neuroanatomie, anatomie, physiologie, neurophysiologie, tout ça. Donc, je ne les nommerai pas tous. Mais il y a aussi une formation en sciences chiropratiques. Donc, c'est là qu'on parle un petit peu plus de l'aspect diagnostique, des techniques de traitement chiropratique, l'éthique professionnelle, etc. Et aussi une formation en sciences cliniques. Donc, c'est là qu'on parle un petit peu plus de radiologie, d'orthopédie, de rhumatologie, de diagnostic de laboratoire. Donc, c'est vraiment les 3 axes là, de formation. Ensuite de ça, c'est bien beau avoir notre formation universitaire, mais pour nous, dans le réglementation et le champ de pratique, c'est que pour avoir vraiment notre permis de pratique, pour pouvoir pratiquer, il faut absolument être diplômé d'un établissement d'enseignement accrédité. Donc, par exemple, l'UQTR, où il y a donc plusieurs autres types d'établissements à travers le monde là, qui sont accrédités, évidemment. Mais on doit aussi réussir les examens nationaux, que l'on appelle les boards, qui ont une partie plus théorique, une partie plus clinique. Donc, la partie théorique, elle a 2 volets. Elle a un volet sciences fondamentales, puis un volet très diagnostic et radiologie. Puis il y a la partie très clinique qui est vraiment sous forme d'écos, ce qu'on appelle. Donc, on a vraiment des patients simulés dans des salles, puis on doit fournir vraiment un diagnostic, nos diagnostics différentiels, notre plan d'intervention. Donc, on doit réussir ces examens-là. On doit aussi réussir notre examen provincial de déontologie. On doit avoir notre preuve d'inscription à l'Ordre des chiropraticiens du Québec. Puis, on doit aussi avoir notre preuve d'assurance responsabilité professionnelle. Et on doit participer annuellement à une formation continue qui va servir en partie aussi à renouveler notre permis de radiologie. Donc, en gros, la prochaine question, qui est une question très difficile, je trouve, à répondre, mais qui est une question qu'on se fait constamment poser, est quelle est la différence entre un chiro, un physio, un ostéo? Pourquoi aller voir un plus qu'un autre? Bon. Premièrement, c'est important de comprendre que c'est les 3 professions, par exemple, chiro, physio, ostéo, on va traiter sensiblement les mêmes conditions. Donc, on va aller traiter des désordres musculo-squelettiques sous forme de thérapie manuelle, sous forme de traitement des tumeurs. Tantôt, je vais expliquer un petit peu plus en détail, nous, notre approche en chiropratique par rapport à ça. Par contre, qu'est-ce qui va peut-être un petit peu différer, puis là, je ne veux vraiment pas aller jouer à l'avocat du diable parce que je pense que toutes les professions ont le lieu d'être. C'est plus au niveau un peu de la formation. Donc, c'est sûr qu'en chiro, comme j'ai dit, nous, c'est un doctorat de premier cycle. On va aussi avoir le droit au diagnostic musculo-squelettique. On peut aussi prescrire des radiographies. Et on se doit, via notre permis de radiologie, de aussi faire un rapport radiologique adéquat par rapport à ça. Donc ça nous distingue peut-être un petit peu. C'est ça qui fait qu'on est un petit peu différent. Par contre, ostéo et physio ont chacune leur particularité aussi en termes de formation. En ostéopathie, par contre, comme plusieurs le savent, ils n'ont pas encore d'ordre professionnel. Donc, c'est sûr que l'ordre professionnel vise à justement assurer la sécurité du public de par tous les critères rigoureux que les membres se doivent de respecter. Donc, ils sont en processus. Donc, en gros, en chiro, oui, on est membre de l'Ordre des chiropraticiens du Québec. On a aussi une association professionnelle auquel on peut faire partie, qui est l'Association des chiropraticiens du Québec. Et au niveau sportif, on a vraiment un organisme qu'on va parler tantôt, qui est le Conseil chiropratique des sciences du sport du Québec, qui sert justement à regrouper des membres qui ont un intérêt vers la chiropratique sportive et qui répondent aux critères établis par le Conseil. Donc, en gros, oui, c'est dur à dire pour moi, telle personne doit aller voir tel professionnel pour telle condition. Je pense que c'est vraiment aussi le choix du patient avec quel thérapeute qui se sent plus à l'aise. Et dans certaines
condition chez un certain patient, peut-être que le chiro va vraiment l'aider pour une condition X, comme par exemple peut-être pour son coude, une blessure sportive, peut-être qu'en physio, il va avoir de meilleurs résultats pour son genou. Il n'y a pas de recette magique, ça dépend réellement de la condition et de l'approche thérapeutique, puis ça dépend aussi du champ d'expertise aussi du professionnel en question. On développe tout un peu des champs d'intérêt dans nos pratiques, donc c'est de trouver quelqu'un, un professionnel qui peut vous aider, puis aussi qui peut vous référer dans le besoin à un autre professionnel si jamais vous avez atteint un bénéfice thérapeutique. Donc, un bon professionnel de la santé de premier contact se doit aussi d'établir et de voir lorsqu'il a atteint un bénéfice thérapeutique maximal et que la condition est en dehors là, de son pouvoir et qu'il doit référer à un autre professionnel. Donc, ça, c'est très, très, très important aussi. Donc, en gros, la chiropratique sportive, si on va un petit peu plus au sujet de la chiro du sport, au Canada, la chiropratique est légiférée là, par le Conseil chiropratique des sciences du sport, le Collège royal qu'on appelle, et au Québec, c'est le Conseil chiropratique des sciences du sport du Québec. Donc, c'est vraiment des organismes qui vont s'assurer de la formation post-graduée des chiropraticiens et de la collaboration adéquate avec les organismes nationaux. Puis les chiropraticiens sont présents aux Jeux olympiques. Comme vous savez, il y en a beaucoup qui sont présents aux Jeux du Québec, aux Jeux paralympiques, aux Jeux de la francophonie. Donc, de plus en plus, les chiropraticiens sont eux aussi très impliqués à ce niveau-là. Puis souvent, les chiropraticiens qui font partie de ces grands jeux-là sont choisis en fonction aussi du fait qu'ils sont membres de ces organismes-là respectifs. Donc, ils doivent vraiment respecter les critères. Donc, en gros, il y a aussi le programme de deuxième cycle en chiropratique sportive. Donc, à l'Université du Québec à Trois-Rivières, il y a une formation postgraduée pour les chiropraticiens qui désirent ou qui ont un intérêt particulier en sport. Donc, c'est vraiment là tout le volet un petit peu plus académique, un petit peu plus spécialisé au niveau des blessures sportives qui est offert à l'université. Donc, évidemment, avoir complété le programme cours en chiropratique sportive, c'est un critère là, qui permet à nos membres du Conseil de chiropratique des sciences du sport du Québec. Donc, c'est un critère qui est important à respecter pour être là. Donc, en gros, aussi, c'est important de comprendre que, mis à part en chiropratique du sport, en chiropratique, en général, dans l'évolution de la profession, on parlait, bon, la profession, c'est-tu juste, les chiropraticiens vont-tu juste faire des craquements, des ajustements? C'est sûr que oui, c'est un outil qu'on a pour traiter nos patients, mais c'est important aussi de comprendre que la profession, elle a ici beaucoup évolué en termes de recherche scientifique. Il y a plusieurs chaires de recherche, il y a plus d'une dizaine plus que 10 chaires de recherche au niveau du Canada, dont 3 au Québec, qui s'occupent justement vraiment de promouvoir là, toute la recherche. Donc, c'est très, très, très important pour nous. Puis la chiropratique, elle a beaucoup d'évidences qui ont été prouvées, comme par exemple pour les cervicalgies, les lombalgies, les sciatalgies, les douleurs aux extrémités, les problématiques associées au whiplash. Donc, il y a plusieurs aussi guides de pratique qui ont été faits en fonction de ça. Donc, c'est sûr qu'on s'adapte vraiment. Puis, la recherche scientifique est quand même au cœur des priorités de notre profession. Donc, maintenant, on va tomber un petit peu plus dans le vif du sujet en termes de à quoi peut ressembler justement une visite chez votre chiropraticien. Évidemment, on va adapter un petit peu plus ce volet-là en fonction un petit peu plus de la visite chez notre chiropraticien sportif. En gros, la première phase, puis ça c'est vraiment typique chiro, comment ça fonctionne, c'est qu'on se doit de faire un bon examen chiropratique chez notre patient. Donc, dans la première consultation, c'est très important lorsqu'on ouvre le dossier de faire une bonne anamnèse. Donc, le but de l'anamnèse, c'est vraiment le motif de la consultation, les antécédents médicaux, les antécédents familiaux, la revue des systèmes, la santé globale. Donc, vraiment, là, de tout mettre en branle, tout vraiment le cursus là, du patient en question au niveau de santé. Ensuite de ça, on doit avoir les antécédents de traumatisme, de chirurgie ou d'hospitalisation. Ensuite de ça, on va aller vraiment au niveau plus physique. Donc, l'examen physique, c'est quoi?
L'examen physique, le but, c'est vraiment de faire une bonne observation posturale, évidemment. On observe la démarche, on observe la posture, l'équilibre, les signes vitaux aussi, tout ce qui est neurologie. Ensuite de ça, les amplitudes de mouvement, les manœuvres orthopédiques, la palpation articulaire, la palpation des tissus mous et des fois la revue des systèmes affectés. Ensuite de ça, suite à notre anamnèse, notre examen physique, c'est souvent on a une bonne idée aussi du diagnostic, mais dans certains cas, on se doit aller un petit peu plus loin et on peut décider de prescrire des radiographies. Donc, les radiographies vont nous permettre un petit peu d'exclure certaines différentes conditions, d'évaluer au fond l'état d'atteinte articulaire, d'évaluer l'aliment, la mécanique. Donc, il y a plusieurs choses qu'on peut aller dépister. Donc, on doit se baser selon le guide de radiologie, évidemment. Et les radiographies peuvent se faire en comité privé du chiropraticien ou simplement dans une clinique d'imagerie spécialisée privée. Et ensuite de ça, on se doit de faire un rapport radiologique et on va des fois, dans certains cas, collaborer avec un autre professionnel de la santé, comme par exemple un médecin, pour demander des investigations ou des imageries plus spécialisées. Donc, le but de ça, c'est de travailler vraiment en co-gestion. Donc, un coup qu'on a décidé si oui ou non on faisait des radiographies, on se doit faire un rapport au patient. Donc, avant le traitement, c'est important d'expliquer au patient qu'est-ce qu'il en est exactement. Donc, on se doit de lui donner son diagnostic musculo-squelettique. On se doit aussi d'expliquer l'indication ou non du traitement. Donc, est-ce que le traitement est indiqué dans cette condition-ci? On se doit aussi de dire un peu le pronostic, donc à quoi on s'attend comme évolution du traitement. Donc, c'est là qu'on donne un petit peu le bénéfice thérapeutique maximal, donc jusqu'où on peut aller dans l'amélioration. Donc, évidemment, c'est dur de tout savoir à la première visite, mais des fois, on a une bonne idée, puis on explique aux patients vraiment à quoi on s'attend. Et on se doit de faire aussi un consentement éclairé. Et évidemment, dans le besoin, on se doit même de référer le patient si c'est en dehors de notre champ de pratique, par exemple, ou de tout de suite offrir des fois une co-gestion avec un autre professionnel. Donc, ça, c'est quand même assez intéressant. Au niveau des types de soins, bien, on offre des soins 3 phases, je dirais, plus spécifiques. On offre les soins de soulagement, les soins de réhabilitation et les soins de soutien. Bref, les soins de soulagement, c'est pas très compliqué, c'est vraiment un soin qui est vraiment de façon plus curatif. Donc, le patient est vraiment en douleur, donc on veut vraiment essayer de diminuer sa douleur. Donc, c'est des soins qu'on va peut-être voir le patient de façon un petit peu plus rapprochée. Le but, c'est vraiment de soulager la douleur, diminuer l'inflammation, améliorer la fonction. Ensuite de ça, les soins de réhabilitation, c'est vraiment, le but, c'est vraiment de rééduquer, réhabiliter, essayer le plus possible de restaurer la fonction, d'améliorer la mobilité, tout ça. Puis on veut vraiment dans cette phase-là favoriser la participation active du patient à sa guérison. Donc ça, c'est important. C'est là qu'on donne des exercices, qu'on s'assure vraiment de la compliance. On essaie des fois même d'en donner en phase de soulagement des exercices, mais en soins de réhabilitation, on veut vraiment que le patient participe à ça. Des fois, c'est pas toujours évident. On aime toujours mieux les modalités passives qu'actives, mais c'est important pour nous. Ensuite de ça, les soins de soutien, ça, c'est vraiment certaines conditions qui vont bénéficier vraiment d'un traitement à intervalles un petit peu plus régulier, mais vraiment une basse fréquence pour essayer le maximum de préserver l'état de santé optimal. Donc, des patients qui ont besoin plus d'un suivi pour s'assurer qu'il y ait des rechutes, par exemple. Et chez nos sportifs aussi, c'est là qu'on va essayer de travailler un petit peu dans l'optimisation de performance. Donc, c'est vraiment intéressant cette approche-là. Ensuite de ça, avant de parler un petit peu plus des traitements, parce que là, on va tomber un petit peu plus dans la phase de traitement, on va parler vraiment d'une notion qui est quand même assez importante pour nous en chiropratique, c'est le volet un petit peu plus de la subluxation vertébrale, où, il y a plusieurs termes ou synonymes. On peut appeler ça aussi le dérangement intervertébral mineur lorsqu'on parle de la colonne vertébrale ou la subluxation articulaire. Fait que nous, en chiropratique, on va beaucoup travailler les articulations. Donc, la subluxation vertébrale, c'est vraiment la dysfonction, là, finalement, d'une articulation. Donc, le mouvement est un petit peu aberrant, est un petit peu anormal. C'est pas une luxation d'articulation. L'articulation n'est pas disloquée, loin de là. C'est un micro-mouvement qui est aberrant, qui nuit au fond à la mobilité optimale.
Puis, la subluxation peut être autant au niveau vertébral que périphérique. Donc, on peut le noter aussi au niveau des articulations. Donc, c'est la mobilité segmentaire. Donc, le segment, sa mobilité est un petit peu altérée. Souvent, au niveau de la palpation, ça va être une zone qui est un petit peu douloureuse aussi. Puis, il va y avoir un petit spasme musculaire, des fois réflexe. Donc, on sent vraiment que l'amplitude de mouvement terminal est modifiée. Donc, c'est là qu'on va vouloir venir agir au niveau de la thérapie manuelle. Nous, en chiropratique, la forme de thérapie manuelle qu'on appelle et qu'on utilise, c'est l'ajustement chiropratique, que je vais parler tantôt. Mais il y a différentes formes aussi d'autres types de thérapie manuelle qu'on appelle les manipulations articulaires aussi ou complètement l'immobilisation articulaire. Donc, nous, en termes de traitement, ben oui, on va aller faire des thérapies manuelles ajustement chiropratique. On va aussi, en chiropratique du sport surtout, beaucoup utiliser des thérapies musculaires au niveau des tissus mous. On va utiliser aussi des tapings chez nos athlètes ou chez monsieur, madame, tout le monde qui nécessite des soins. On peut utiliser aussi les thérapies complémentaires. On va aussi être un guide aussi en termes de recommandations d'exercices thérapeutiques ou de conseils généraux. Et c'est toutes des choses qu'on peut essayer de faire. Donc, avant de la prochaine question, qui est une question qui est souvent posée aussi, c'est est-ce que le craquement à lui seul est suffisant pour guérir ou soulager, ou dois-je m'entraîner en renforcement et en flexibilité? Donc, premièrement, le craquement, on va expliquer un petit peu c'est quoi. C'est lorsqu'on fait une manipulation articulaire. La manipulation articulaire, c'est vraiment un geste qu'on va faire pour essayer de corriger la subluxation vertébrale ou articulaire. Fait que c'est un mouvement de faible amplitude, mais de grande vélocité. Donc, c'est un mouvement très rapide, mais qui n'a pas une grande amplitude, de mouvement. Puis, le but, c'est vraiment d'optimiser la mobilité du segment qui est affecté. Donc, en faisant un ajustement chiropratique ou une manipulation articulaire, on va aller atteindre l'espace paraphysiologique, qui est entre la limite physiologique et anatomique. Puis là, c'est là qu'on peut des fois, même ça arrive fréquemment, entendre un petit bruit que les personnes appellent un crack, mais c'est pas un crack nécessairement, c'est juste un gaz qui se libère. C'est comme lorsqu'on ouvre une bouteille de boisson gazeuse, il y a un petit pich qui se fait ressentir, c'est la même chose. C'est juste un changement de pression dans l'articulation qui fait qu'il y a un gaz qui se libère. Donc, ça peut des fois paraître surprenant, c'est un gros bruit, tout ça, mais au fond, c'est vraiment juste un changement de pression dans l'articulation. Donc, en gros, pour répondre à la question, c'est pas parce que ça craque pas qu'on n'entend pas le fameux bruit qu'on n'a pas atteint ce qu'on voulait atteindre au niveau de notre traitement. Nous, le but, c'est d'essayer d'optimiser la mobilité au maximum, si nécessaire, s'il y a une restriction de mobilité, évidemment. Puis, peut-être qu'on va entendre le son, mais on ne s'attend pas nécessairement à l'entendre non plus. Le but, c'est vraiment de travailler la mobilité. Et évidemment, on ne fait pas nécessairement que des manipulations articulaires dans notre traitement. On va aussi faire des traitements au niveau des tissus mous si nécessaire. On va aussi donner des conseils. On peut faire de la thérapie complémentaire. On peut faire des tapings. Donc, ce n'est pas juste nécessairement l'ajustement que l'on fait. Il y a certaines conditions qui s'apprêtent juste à faire la manipulation. Il y en a d'autres. Ça dépend vraiment de la condition du patient. Et maintenant, la différence peut-être entre la manipulation articulaire et la mobilisation, c'est que, la mobilisation articulaire, c'est plutôt une procédure manuelle qui va être sans impulsion, donc qui va avoir moins le mouvement rapide, mais la mobilisation articulaire ne va pas dépasser les limites physiologiques du mouvement, versus l'ajustement qui va dans l'espace paraphysiologique. Donc, c'est peut-être un petit peu la différence entre les deux. Donc, évidemment, il va y avoir des contre-indications aux manipulations articulaires, il va y avoir des contre-indications absolues ou relatives auxquelles on doit se référer. Donc, on ne fait pas des manipulations articulaires à tout le monde, ça dépend de la condition du patient. Donc, oui, l'ajustement chiropratique va avoir des effets thérapeutiques au niveau du soulagement, il va avoir des effets thérapeutiques au niveau des structures intra-articulaires, extra-articulaires, des effets neurologiques, des effets biomécaniques, ça a été très bien documenté. Donc, c'est vraiment une technique de choix pour des problématiques articulaires. Maintenant, au niveau des tissus mous,
On a plusieurs techniques en chiropratique du sport qui s'offrent à nous, qui nous permet au fond de travailler les patients. On a par exemple la technique Active Release, la technique Graston ou les techniques par les différents instruments assistés, comme par exemple ici on voit les fameux 6 outils Graston. On a par exemple la technique Functional Range Release, les points gâchettes, les techniques de fascia. Je les énumérerai pas toutes, il y en a plusieurs techniques. Puis dans ces techniques-là, il y en a plusieurs que l'on recommande en étant membre du Conseil chiropratique des sciences du sport. Donc, ça fait partie de nos critères que le chiropratien doit avoir au minimum tant d'heures de formation en technique de tissu mou. Et le but des techniques de tissu mou, c'est vraiment de diminuer les tensions musculaires, augmenter l'amplitude de mouvement, augmenter la souplesse et l'élasticité des fibres cicatricielles et des fibres musculaires, donc augmenter l'apport d'oxygène. Donc, c'est vraiment le principe très de base là, du traitement musculaire. En gros, Graston que j'ai parlé tantôt, ou technique d'outils assistés. Donc, il y en a plusieurs types. Le but, c'est vraiment, avec un émollient, de faire un massage frictionnel au niveau des zones de tension. Puis, c'est vraiment, ça va aider au fond à la régénérescence tissulaire, à la guérison, ça va aider aussi au niveau des cicatrices. La technique Active Release, qui est une technique qui est un petit peu une technique plus active. On va aller partir du principe qu'on va essayer d'allonger le muscle et on va exercer des pressions. Donc, chaque muscle a un protocole particulier qu'on va essayer de vraiment d'étirer le muscle tout en exerçant une pression. Donc, c'est assez intéressant à ce niveau-là. Différents types de taping aussi qu'on a dans notre boîte à outils. Donc, on a des tapings, les fameux kinésio-taping. Ici, qui sont vraiment étirables plutôt juste au niveau longitudinal. Donc, il va y avoir beaucoup un effet là, très local, analgésique sur la région. Donc, c'est vraiment, oui, ça va offrir un petit support, mais c'est plus vraiment au niveau local, diminution de douleur, que ça va avoir aussi un effet qui a été documenté. Ensuite de ça, on a les tapings un petit peu plus actifs. Donc, les tapings actifs qui sont les tapings dynamiques qu'on appelle dynamic tape ou active taping, qui vont s'étirer vraiment dans toutes les directions. Donc, c'est un taping qui est assez intéressant. On ne peut pas le voir ici, mais il va vraiment bien s'étirer. Donc, il va être assez intéressant aussi pour le retour au sport, aux activités. On a des tapings beaucoup plus rigides. Donc, là, on va vraiment s'assurer vraiment un support articulaire. Il y a le Power Tape, Power Flex, taping très conventionnel. Donc, plusieurs types de taping, encore une fois. Donc, je ne fais pas un cours de taping ici aujourd'hui, mais c'est dans la boîte à outils. Donc, ça, c'est important à savoir. Ensuite de ça, en chiro, on peut faire aussi plusieurs types de thérapies complémentaires. On parle de la cryothérapie, donc le froid, le chaud, les courants interférentiels, le TENS, le shockwave, le laser, les tapings, comme j'ai parlé tantôt. Donc, c'est plusieurs petits outils qu'on peut indexer à notre traitement selon la condition, évidemment. On va aussi beaucoup recommander des exercices, donc parce que ça fait partie intégrante du traitement, donc autant des exercices d'étirement, de stabilité, des exercices d'amplitude de mouvement actif, des exercices de renforcement, de réhabilitation, exercices posturaux. C'est vraiment des choses qu'on fait là, partie intégrante de notre traitement. Et on est aussi comme guide, donc on donne vraiment des conseils très généraux à titre de vie, sécurité, ergonomie, sommeil, gestion du stress. On peut vraiment être un guide, on est un professionnel de la santé qui a quand même un champ d'expertise à certains niveaux. Donc on peut être un guide ou tout simplement vraiment référer à un autre professionnel qui a des meilleures compétences que nous dans un certain domaine. Donc c'est notre rôle. Donc si on ne peut pas donner les conseils adéquats, on va se référer à une autre personne. Donc c'est là l'avantage de travailler en équipe. J'avais une dernière question là, qui nous avait été posée qui était assez intéressante. C'était, suite à un traitement chiro, combien de temps dois-je attendre avant de reprendre la course à pied? Donc, cette question-là, c'est une bonne question, c'est juste qu'elle est très vaste. Donc, elle est très large. C'est difficile pour moi de répondre parce que ça dépend vraiment de quelle est la condition du patient. Donc, pourquoi que le patient est en arrêt de course à pied? Sa condition, c'est une condition lombaire, c'est une condition au niveau du genou, c'est une condition au niveau du pied. Donc, ça dépend vraiment du diagnostic. Puis, généralement, ça dépend aussi de l'état du patient face à sa guérison. Mais la bonne nouvelle en tout ça, c'est que le chiro devrait être en mesure de vous guider en lien avec votre condition pour votre retour au sport. Donc, c'est un peu notre rôle.
Notre rôle en chiropratique du sport, on essaie vraiment d'encadrer nos patients à poursuivre leurs activités sportives, à leur donner des conseils. Puis des fois, c'est plate, mais on se doit de dire aux patients qu'il doit être en repos sportif pendant un certain temps pour permettre vraiment au corps de bien guérir. Donc, tu sais, c'est un peu tout ça, c'est un peu notre rôle d'agir en tant que guide. Et évidemment, en chiro, si vous cherchez peut-être un chiro plus axé au niveau sportif, bien c'est ça. On a le Conseil chiropratique des sciences du sport du Québec qui a un registre là, des chiropraticiens qui sont accrédités au niveau québécois. Puis les chiropraticiens ont une formation vraiment très particulière et très axée au niveau sportif. Donc, en conclusion, je vous dirais, en termes de soins conservateurs là, pour les désordres musculo-squelettiques, je crois que la chiropratique, c'est vraiment une profession là, qui est de choix là, pour le traitement des sportifs. Comme j'ai dit tantôt, j'ai expliqué qu'on a vraiment un programme universitaire en chiropratique du sport, qui est notre fameux programme court. On a un encadrement de la chiropratique sportive au Québec avec le Conseil chiropratique des sciences du sport du Québec, qui est chapeauté par le Collège royal de chiropratique. On a une efficacité vraiment reconnue dans la littérature scientifique. On a un doctorat de premier cycle en chiropratique du sport. On a une profession qui est reconnue par un ordre professionnel. Et on est des professionnels de premier contact. Donc, on a un devoir de donner un diagnostic avec une possibilité de prescrire des radiographies dans le besoin. Et on a une assurance responsabilité professionnelle. Donc, en gros, on est des acteurs, je pense, importants au niveau de la santé pour aider nos athlètes à retourner au sport, aider aussi monsieur et madame tout le monde à avoir une meilleure santé. Mais aussi, on est des acteurs à travailler en collaboration avec d'autres professionnels parce que je crois que l'interdisciplinarité, c'est vraiment quelque chose qui est très, très, très important pour optimiser la santé de tous et optimiser le retour au sport de nos athlètes. Donc, je vous remercie de votre écoute. Donc, je vais juste prendre le temps de voir s'il n'y a pas certaines questions là, qui se sont ajoutées. Donnez-moi juste 2 petites minutes, je vais juste regarder. Vous pouvez les écrire tout simplement, là, questions que je vois s'il y en avait. Donc, vous pouvez m'écrire à l'instant vos questions. Là. Je vois qu'il y a plusieurs personnes qui me disent bonjour, mais s'il y a d'autres petites questions, je suis encore là pour un petit 2 minutes. Donc, Charles, bonjour, excellent. Donc, je crois que si, au fond, qu'est-ce que vous pouvez faire aussi, c'est que si vous avez d'autres questions, vous pouvez les marquer dans les commentaires, puis je ferai le suivi là, avec vous en répondant à votre question à même les commentaires. Donc, merci beaucoup. Bye bye.